Je m'appelle Clément Amojida, je suis actuellement lecteur à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et cette année, je vais du coup rentrer en thèse à l'INALCO. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de thèse qui porte sur Abe Kobo. Qui est Abe Kobo? Abe Kobo, c'est un écrivain majeur du Japon d'après-guerre. Et il vous est mis ici des repères chronologiques. En 1947, il a publié à compte d'auteur un recueil de poèmes intitulé Mumei Shishu. Et en 1951, il va obtenir le prix Akutagawa qui récompense les jeunes auteurs pour Kabe, un recueil de nouvelles. Grâce à l'obtention du prix Akutagawa, il va passer d'un auteur peu connu, voire inconnu, à un auteur consacré, à partir de 1951. Et en 1964, il y a encore une date très importante ici, il va acquérir une renommée internationale avec l'obtention du prix du jury du Festival de Cannes pour l'adaptation d'un de ses romans, La femme des sables, réalisé par Teshigahara Hiroshi. Abe Kobo, il est encore aujourd'hui très populaire au Japon. Et je vous ai mis ici en illustration, du coup, à droite, à ma droite de l'écran, euh, un magazine, une couverture de magazine de Geijutsu Shincho, qui a consacré en février 2024 un numéro spécial sur Abe Kobo. Et on peut lire en titre Watashi tachi ni wa Abe Kobo ga hitsuyou da. Comprenez, nous avons besoin d'Abe Kobo. Pourquoi titrer ainsi ce numéro spécial? Et il me semble qu'au regard du contexte actuel politique au Japon, on sait que le Japon aujourd'hui, il a de nombreux défis sécuritaires, démographiques euh, et sécuritaires, pardon, excusez-moi, démographiques. Et du coup, il y a une résurgence du nationalisme fort, d'une branche dure du nationalisme japonais actuellement au Japon. Or, Abe Kobo est une figure de gauche et il est l'auteur d'une œuvre universelle. Euh, Pourquoi l'œuvre d'Abe Kobo est-elle qualifiée d'universelle? Il y a, selon moi, deux éléments de réponse à apporter ici. Tout d'abord, le continuum entre l'homme et l'œuvre dans le discours des critiques, et en deuxième lieu, l'unité thématique de son œuvre. Afin de mieux expliquer le continuum entre l'homme et l'œuvre, je vais vous parler de l'homme Abe Kobo, de son vécu, à travers le contexte historique de son époque. Donc, Abe Kobo est né en 1923 au Japon. Et euh, il ne va pas rester longtemps au Japon puisqu'il part la même année de sa naissance. Il va aller vivre avec sa famille, son père qui est médecin, en Mandchourie. La Mandchourie est à l'époque une colonie de l'Empire japonaise, l'Empire colonial japonais. Et je vous ai mis ici une carte avec, en 1942, l'état de l'Empire colonial japonais. Vous voyez qu'il s'étend, il prend une grande partie du Pacifique sur toute la côte chinoise jusqu'en Indochine et même aux Philippines. Et dans cet empire colonial japonais, la Mandchourie a une position assez particulière. Pourquoi? Parce que à partir de 1932, et c'est pourquoi vous avez ici 1932 entre parenthèses sur la Mandchourie, le Japon va installer un État fantoche, vassal du Japon. Donc c'est officiellement plus une colonie, mais un État qui est satellite au Japon. Et dans cet État de Mandchourie, il y a un slogan, c'est le slogan Gozoku Kyowa. Ils vont promouvoir, c'est-à-dire l'harmonie entre les cinq ethnies. Et vous voyez sur l'illustration, c'est une illustration du coup pour promouvoir cette harmonie entre les cinq ethnies. Et vous remarquez qu'il y a le drapeau japonais bien au milieu de l'image. Et en haut, à droite et à gauche de l'écran, vous avez le drapeau, deux versions du drapeau de Mandchourie.
Vous voyez que sur la version de droite, il y a 5 bandelettes avec des couleurs différentes qui représentent les 5 ethnies. Ces 5 ethnies étant les Mongols, les Russes, les Chinois, Japonais et Coréens. Donc il faut imaginer à cette époque Abe Kobo qui grandit en Mandchourie et qui va à l'école, qui promeut du coup, qui se fait du coup le fer de lance de cette idéologie de l'harmonie des 5 ethnies. Et quand il rentre par exemple au Japon, euh, il y a ce supranationalisme japonais qui surplombe tout le Japon avec cette homogénéité du peuple japonais qui est souvent repris d'ailleurs dans l'histoire du Japon. Donc il y a une espèce de dissonance ici, ce qui va profondément marquer Abe Kobo et la jeunesse d'Abe Kobo. Je vais maintenant m'avancer un petit peu, je vais partir de 1945, la défaite. En 1945, qu'est-ce qui se passe? Le Japon perd toutes ses colonies. Donc, vous voyez, ce grand empire, il va se circonscrire uniquement au territoire japonais, ce qui va entraîner un déplacement de population énorme. On parle de 5 millions de personnes qui doivent être rapatriées au Japon. Abe Kobo fait partie de ces 5 millions de personnes et on ne peut pas rapatrier du jour au lendemain 5 millions de personnes, surtout dans l'immédiate après-guerre. Donc, il va être rapatrié en 1946. C'est-à-dire que de la défaite en août 45 jusqu'en octobre 46, date où il va être rapatrié, il va se passer 1 an et quelques mois. À partir, imaginez, vous avez 22 ans, Abe Kobo a 22 ans, il est en Mandchourie et il va rester pendant 1 an donc, sur ce territoire où la population locale va être très hostile à la population japonaise. Donc ça aussi, ça a marqué profondément Abe Kobo. Abe Kobo, d'ailleurs, il ne veut pas de ce label universel ou international. Comme je vous ai cité ici dans un de ses entretiens de 1960, pardon, 1966, oui. Il dit, je suis né à Tokyo et j'ai grandi à Mukden. Toutefois, ma résidence administrative est à Hokkaido. J'y ai même habité quelques années. En d'autres termes, mon lieu de naissance, le lieu de mon enfance et ma résidence administrative sont toutes les trois différentes. Donc, tout cela rend très difficile de faire un CV bref. Je pense que nous pouvons dire qu'essentiellement, je suis une personne sans pays natal. Fin de la citation. Donc, Abe Kobo, il n'a pas de pays natal. C'est comme ça qu'il se présente. Par la suite, tout le discours des critiques qui vont s'intéresser à son œuvre va se construire autour de justement la trajectoire personnelle de l'auteur. Vous avez Isoda Koichi qui va décrire son œuvre à travers le prisme de l'apatride, Mukoku Sekisha. Namigata Tsuyoshi Hikiagesha, rapatrié, Aramasahito Kokusai Tekina Sakka, auteur international. Et dans le cheminement de pensée de ces critiques, il y a toujours le même schéma. Depuis des éléments biographiques de l'auteur, les critiques vont aboutir à la même conclusion, l'universalité de l'œuvre. Euh, cette approche biographique de l'œuvre d'Abe Kobo a le mérite de mettre en lumière avec précision le vécu de l'auteur et sa relation entre l'homme et l'œuvre. Mais elle a aussi le défaut d'enfermer quelque part l'œuvre dans le vécu de l'auteur, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle à la lecture de ces critiques, c'est l'utilisation du mot universel, qui manque pour moi d'un travail de définition. Qu'est-ce que l'universel? Qu'entendons-nous par là? Et euh, parfois même, j'ai l'impression que c'est synonyme d'international, de rapatrié, d'apatride. Donc, il y a un trouble ici dans l'universel. Autre élément de réponse
qui mène à l'œuvre universelle, c'est la cohérence, hein, des thèmes dans son œuvre. Euh, Abe Kobo va écrire et va exploiter toujours le même thème, celui de l'aliénation. Et cette aliénation va se décliner en plusieurs motifs. Il y a généralement, on va décrire, on va le présenter, ce thème d'aliénation, sous le prisme de la métamorphose et des espaces urbains. Il y a donc une aliénation, si on peut dire, à double niveau, hein. D'abord entre le personnage et son espace. Donc, avec ces villes labyrinthiques, le personnage s'y perd et ça crée un sentiment d'étrangéité, d'étrangeté. Et entre le personnage et lui-même, son introspection, avec du coup la métamorphose qui, le fait de se sentir étranger dans son corps, hein. En France, Eric Faye, il va décrire l'œuvre d'Abbé euh, comme étant la dilution de l'identité dans des structures collectives étouffantes. Du coup, la question qui se pose, c'est son œuvre est-elle que universelle? Ou autrement dit, il y a une surexposition de cet aspect, de ce caractère universel dans l'œuvre de l'auteur, mais il n'y a pas, ce qui fait de fait laisse de côté, on ignore la part de national, la part de local dans l'œuvre d'Abe Kobo, alors que lui-même, alors qu'il y a bien du local dans l'œuvre d'Abe Kobo, hein, et du national, un souci du national et du local. Dans cet entretien qui date de 1975, il écrit la chose suivante. Même moi, lorsque j'écris, je le fais en me rapportant à des événements de mon quotidien au Japon et en m'appuyant sur mon propre ressenti. Il ne m'est jamais arrivé de me dire à moi-même qu'il fallait que j'écrive un texte international. Quand on me dit que mes textes sont internationaux, cela m'horripile. Donc, il n'est pas tout à fait d'accord avec le discours critique, comme le montre cette citation. Donc, il y a vraiment un souci du local. Deuxièmement, autre chose, sur peut-être le versant national, en 10 ans plus tôt, pareil, dans un entretien, il dit la chose suivante. Pour le dire sommairement, Mishima va visiter les forces d'autodéfense, moi, je fais du théâtre. En termes d'efficacité, il est certain que les forces d'autodéfense sont plus fortes s'il y a confrontation, vu qu'ils ont des armes. Toutefois, si l'on parle des choses pouvant détruire un pays, l'art est plus fort que les forces d'autodéfense. Donc ici, Abe Kobo se compare à Yukio Mishima, qui est un auteur quand même très connu aussi au Japon, de la même génération qu'Abe Kobo, qui a la réputation euh, d'être nationaliste, de droite, et il se compare à lui et va même jusqu'à, comment dire, partager le même objectif dans l'entreprise littéraire, c'est-à-dire détruire la nation, détruire un pays. Donc il y a bien chez Abe Kobo un souci du local et un souci du national, à mon sens. Et ce qui fait vraiment le pivot entre le local et l'universel, c'est le pays natal, le Furusato. Entre 1943 et 1951, donc ses premiers textes de fiction, Abe Kobo va mettre en scène le Furusato, le pays natal. Et à partir de 1951, donc, le pays natal va être transposé dans des espaces urbains. Donc, qu'est-ce que le pays natal? Le pays natal ou le Furusato, c'est tout d'abord des espaces ruraux. Ce n'est pas des espaces urbains, c'est des espaces ruraux, premièrement. Deuxièmement, le terme japonais, euh, il y a un terme qui est le même, mais qui va avoir deux lectures possibles. Et je vous ai mis, c'est pour ça que je vous ai mis ici les caractères chinois. On peut le lire soit Kokyo, soit Furusato. Et lorsqu'on parle de Kokyo,
c'est pour désigner une localité réelle. C'est tout simplement le pays où l'on a grandi ou le pays où on est né. Alors que le Furusato, ça incarne davantage un état émotionnel plutôt qu'une localité physique. Ça évoque un sentiment nostalgique et les désirs de retourner à un point d'origine, la terre natale perdue. Donc, il y a une espèce de paradoxe entre déjà dans la définition même de ce terme. C'est à la fois une réalité, mais c'est aussi une virtualité avec justement ce sentiment nostalgique et ce désir de retourner à un point d'origine. Même plus, le Furusato, pour pouvoir ressentir ce qu'est le Furusato, il y a comme condition, il faut d'abord que celui-ci soit perdu. Et je vous ai mis entre parenthèses les travaux de Ivy et Robertson, deux anthropologues américaines qui ont beaucoup travaillé sur le Furusato. Alors, dans les premiers textes de fiction d'Abe Kobo, euh, comment cela se traduit-il? Donc, tout d'abord, ce sont des espaces ruraux et non urbains, et le motif, il est traité sur le ton de l'angoisse. Ce qui est quand même très important ici, pourquoi? Parce que le Furusato est à l'origine un motif n'est pas du tout lié à l'angoisse, mais s'inscrit dans une tradition littéraire du réconfort. Cette tradition littéraire du réconfort liée au Furusato, c'est notamment les travaux de Stephen Dodd avec son livre Writing Home. Euh, il y a aussi les travaux de l'ethnologue Kuraishi Tadahiko, qui a beaucoup travaillé aussi sur le Furusato, comment ça change dans l'histoire la définition du Furusato. Donc, il y a une rupture avec cette tradition littéraire du réconfort. Excusez-moi, il me Euh, reste 3 minutes. d'accord, j'avais fini. Et du coup, les objectifs de cette recherche sont les suivants. Tout d'abord, j'aimerais mener une réflexion sur l'universel, la notion d'universel immanente à l'œuvre et non vécue de son auteur. C'est-à-dire ne pas dire parce qu'il est rapatrié, c'est une œuvre universelle, mais plutôt, voilà, on fait une étude de texte formelle et on regarde qu'est-ce qui a trait à l'universel. Il va aussi, bien sûr, que je fasse une définition de l'universel et que je m'intéresse de plus près. Ensuite, il va falloir effectuer une lecture minutieuse du Furusato en adoptant une approche qui croise l'analyse narratologique et thématique. Cette lecture minutieuse du Furusato et ses choix méthodologiques, l'analyse narratologique et thématique, ils sont importantes à plusieurs égards. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas à ce jour, à ma connaissance, d'analyse formelle de l'œuvre d'Abe Kobo. C'est-à-dire qu'il y a soit l'approche biographique, soit l'approche philosophique, ou soit l'approche transmédiale. Parce qu'Abe Kobo, comme vous l'avez vu, il a fait des films, il fait des pièces radiophoniques, il s'intéressait à beaucoup de médias. Mais les approches formelles, purement littéraires, ne font pas légion. Et enfin, euh, montrer par une attention particulière au contexte historique en quoi le Furusato d'Abe Kobo associé à l'angoisse rompt avec une tradition littéraire du réconfort. Et je postule que en rompant avec cette tradition littéraire du réconfort, avec le contexte d'après-guerre, de l'immédiate après-guerre, c'est là où il va y avoir de l'universel, un vecteur de l'universel. Parce que la souffrance d'après-guerre dans la guerre mondiale, elle est commune à toutes, à tous, et c'est là où peut-être l'universel va se jouer. Donc, il s'agit pour moi, dans la compréhension que j'ai de l'œuvre d'Abe Kobo, de conquérir l'universel dans le local, donc le Furusato. Je vous remercie de votre attention.